Un couple millionnaire abandonne son berger allemand malade sous la pluie, mais le destin préparait un retournement de situation que personne n'imaginait. Lorsque Claire trouve Max tremblant sous une marquise, commence un voyage d'amour qui transformera de nombreuses vies. Entre défis, révélations surprenantes et une bataille pour la justice, cette histoire prouve que la compassion a le pouvoir de changer le monde. Préparez-vous à être ému, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. La pluie tombe sans pitié sur l'asphalte de Paris, formant de petites flaques qui reflètent les lumières opaques des lampadaires. L'automne apporte avec lui non seulement le changement des feuilles, mais aussi l'abandon des promesses faites au beau jour. En cette nuit froide, alors que la ville se prépare à dormir, un être loyal et dévoué grelotte de froid sous la marquise d'une boulangerie fermée. Un berger allemand au poil assombri par le temps et trempé par la pluie implacable. Son nom est Max. Ses yeux, autrefois vibrants et pleins de détermination, portent maintenant le poids de la confusion et de l'abandon. Quelques heures plus tôt, le coffre d'un SUV luxueux s'est ouvert dans un quartier éloigné de celui où il a vécu pendant 9 ans. Des mains qui le caressaient autrefois l'ont maintenant poussé dehors, vers l'inconnu, vers le froid. Que peut-il bien se passer dans la tête d'un animal lorsqu'il est jeté comme un objet inutile? Max ne comprend pas pourquoi ses maîtres, un couple de promoteurs immobiliers, propriétaires d'un hôtel particulier dans le 16e arrondissement, quartier qui respire la richesse et l'exclusivité, ont décidé que ses problèmes de santé et le besoin de médicaments coûteux étaient un fardeau trop lourd pour leur portefeuille bien garni. Tandis que Max tremble sous la marquise, une femme traverse la rue précipitamment, se protégeant de la pluie avec une pochette de documents. Claire, 42 ans, kinésithérapeute dévouée, le corps fatigué d'une journée entière à soigner des patients à domicile, court pour attraper le dernier bus. Sa vie est une lutte constante entre la vocation qu'elle a embrassée et les factures qui s'accumulent sur sa petite table de salle à manger. Mais quelque chose la fait s'arrêter, quelque chose brise sa routine. Une paire d'yeux ambrés l'observe depuis l'obscurité. La pluie forme un rideau entre les deux êtres qui se rencontrent par hasard. Ou serait-ce par destin? Claire hésite. Son studio minuscule n'autorise pas les animaux. Son budget serré couvre à peine ses propres besoins. Son emploi du temps chargé ne permet pas plus de responsabilités. Mais il y a quelque chose dans son essence qui ne lui a jamais permis de tourner le dos à la souffrance d'autrui. « Vous êtes perdu, mon ami ?» La voix de Claire sort basse, presque un murmure, comme si elle craignait d'effrayer l'animal ou de rompre le charme de cette rencontre. Max ne répond pas par des aboiements. Il lève juste légèrement la tête, un mouvement qui semble contenir toute la dignité qui lui reste. Claire s'approche lentement. La pluie trempe ses cheveux, son uniforme, sa pochette de documents. Mais elle ne s'en soucie plus. Il y a une vie devant elle, une vie que quelqu'un a décidé ne valait plus l'investissement, l'effort, l'amour. Le berger allemand ne montre ni peur ni agressivité. Il y a une noblesse silencieuse dans son comportement, comme s'il comprenait que cette rencontre représente sa dernière chance. Claire remarque immédiatement qu'elle n'est pas face à un chien des rues ordinaires. La plaque d'identification accrochée au collier trempé raconte une histoire d'appartenance, de foyer, un foyer qui n'existe désormais que dans la mémoire de l'animal. Claire prend une décision qui changera à jamais le cours de sa vie. Une décision qui défie sa raison, son confort et sa sécurité financière. Une décision née de cette compassion presque irrationnelle qui l'a toujours caractérisée, de cette capacité à voir de la valeur, là où d'autres ne voient que des problèmes. Rentrons à la maison, l'ami, au moins pour cette nuit. Les mots sortent de sa bouche avant même qu'elle puisse évaluer toutes les conséquences. Le bus qui devait la ramener chez elle passe au loin, mais Claire ne l'attend plus. Elle sort, son téléphone appelle un taxi, un luxe qu'elle s'accorde rarement. Cette nuit est différente. Cette nuit, elle n'est pas seule dans son voyage. Le chauffeur de taxi hésite en voyant le chien trempé, mais quelque chose dans le regard déterminé de Claire l'empêche de refuser la course. Il ne fera pas de problème, promet-elle. Et Max, comme s'il comprenait l'importance de ce moment, reste calme et résigné pendant tout le trajet. Le compteur tourne, ajoutant des chiffres qui représenteront des repas plus simples le mois prochain. Claire observe la ville à travers la vitre embuée, se demandant si elle commet une folie ou si elle suit l'appel le plus pur de son âme.
Le petit appartement de Claire se situe au 3e étage d'un immeuble ancien, sans ascenseur. Le panneau à l'entrée est clair. Animaux interdits. Une règle qu'elle a toujours respectée, jusqu'à cette nuit. Monter les escaliers avec un berger allemand trempé exige plus que de la force physique. Cela exige du courage. Claire regarde des deux côtés, craignant de rencontrer un voisin, surtout le gardien. Un homme âgé aux oreilles attentives et à la langue bien pendue. « Il va falloir être très silencieux », murmure-t-elle à Max, tout en jonglant avec ses clés et sa pochette de documents. Le chien, comme s'il saisissait la gravité de la situation, se déplace avec une discrétion surprenante pour sa taille. La porte s'ouvre sur un nouveau monde, un appartement modeste, organisé avec le soin de quelqu'un qui valorise le peu qu'il possède. La salle de bain devient le refuge temporaire de Max. Claire improvise un lit avec de vieilles serviettes, met de l'eau dans une gamelle et, ne sachant pas exactement ce qu'un chien dans cette situation aurait besoin de manger, offre un morceau de poulet restant de son dîner de la veille. Max accepte la nourriture avec une douceur étrange, comme s'il voulait montrer sa gratitude, sans être une nuisance. Pendant que l'animal s'installe, Claire examine la plaque sur son collier. Max, propriété d'Édouard et Patricia Dubois. Une adresse dans le 16e arrondissement est gravée sur le métal. Claire ne reconnaît pas le nom, mais une recherche rapide sur Internet révèle des visages souriants dans les chroniques mondaines, les pages de magazines de décoration et les émissions de télévision sur le marché immobilier. Le couple, Dubois comme on les appelle, représente le sommet de la réussite dans la promotion immobilière de luxe à Paris. Comment quelqu'un avec tant d'argent peut-il simplement jeter un être vivant? La question résonne dans le petit appartement, sans réponse. Claire observe Max, qui dort maintenant épuisé sur les serviettes, ses pattes tremblant occasionnellement, comme si, en rêve, il était encore perdu sous la pluie. L'aube apporte, avec elle, la réalité crue des décisions prises sur un coup de tête. Claire doit travailler. Ses patients l'attendent chez eux, dépendant de ses mains pour soulager leur douleur et retrouver leur mouvement. Laisser Max seul dans le petit appartement est un risque. Les voisins entendront sûrement le moindre aboiement, le moindre grattement à la porte, mais quelle alternative existe-t-il? Je reviens le plus vite possible, promet Claire, laissant de l'eau fraîche, plus de nourriture et la porte de la salle de bain entr'ouverte. Max la regarde partir avec des yeux qui semblent comprendre bien plus qu'ils ne le devraient. Les premières semaines de ce partenariat improbable sont un exercice de créativité et de résistance. Claire réorganise son emploi du temps pour entrer à l'appartement pendant ses pauses déjeuner. Elle apprend à promener Max aux premières heures du matin et aux dernières heures de la nuit, quand il y a moins de chances de croiser d'autres résidents. Découvrir les besoins spécifiques d'un berger allemand de 9 ans devient sa nouvelle priorité. Lors d'une de ses promenades nocturnes, Claire remarque que Max boite légèrement. Son pas, autrefois ferme malgré l'âge, montre maintenant une gêne. L'hiver parisien approche, apportant des pluies constantes et des températures qui aggravent des conditions comme l'arthrose, diagnostic qu'elle-même, en tant que kinésithérapeute, soupçonne avant même de consulter un vétérinaire. « On va avoir besoin d'une aide spécialisée », murmure-t-elle pour elle-même, tout en calculant mentalement combien coûterait une consultation vétérinaire. Sa carte de crédit est déjà proche de la limite, et le loyer arrive à échéance dans quelques jours. Pourtant, l'idée d'économiser au détriment du bien-être de Max ne lui traverse pas l'esprit. La clinique vétérinaire la plus proche est petite, mais propre et bien équipée. Jean, vétérinaire de 45 ans, reçoit Claire et Max en fin de journée. Le dernier patient de la journée, dit-il avec un sourire fatigué qui ne cache pas sa véritable passion pour son métier. Ses yeux enregistrent immédiatement les signes d'un animal de race pure qui a reçu des soins de qualité pendant de nombreuses années, mais qui présente maintenant les premiers signes de négligence. L'examen est minutieux, respectueux. Il a une arthrose avancée aux pattes arrière, confirme Jean. Il présente également une légère infection cutanée, probablement due à l'exposition récente à l'humidité sans les soins appropriés. Le vétérinaire regarde Claire avec curiosité. « Vous l'avez adopté récemment ?» L'histoire de la rencontre par une nuit pluvieuse, de la plaque avec le nom des propriétaires millionnaires, de la décision impulsive d'abriter un animal interdit dans son appartement,
Tout sort des lèvres de Claire sans qu'elle puisse se retenir. Il y a quelque chose dans l'attitude attentive de Jean qui inspire confiance. Ce n'est pas la première fois que je vois ça arriver, confie le vétérinaire, tout en prescrivant des médicaments pour l'arthrose et l'infection. Des gens riches acquièrent des animaux comme des accessoires de statut. Quand le jouet vieillit ou tombe malade, il devient un fardeau gênant. Le ton amer dans sa voix suggère une histoire personnelle derrière ce commentaire. Claire remarque le changement dans l'expression du vétérinaire. Vous semblez bien comprendre ce genre de situation. Jean hésite, comme quelqu'un qui décide quelle part de lui-même il est prêt à révéler. J'ai travaillé pendant 5 ans dans une clinique de luxe du 16e arrondissement, répond-il finalement. J'ai vu des choses qui m'ont fait me demander quel genre de vétérinaire je voulais être et pour qui je voulais travailler. Il caresse Max, qui répond par un léger battement de queue. Celui-ci a eu de la chance de vous trouver. La consultation se termine par une liste de médicaments dont le total dépasse ce que Claire gagne en une journée de travail. Jean, percevant son malaise visible face au montant, propose une alternative. Je peux vous donner quelques échantillons gratuits que j'ai gardés. Ça ne couvrira pas tout le traitement, mais ça aidera à commencer. Ce geste de gentillesse, inattendu en cette nuit déjà riche en émotions, fait que Claire lutte contre les larmes qui menacent de couler. Pourquoi ? Demande-t-elle simplement. Jean sourit, un sourire qui porte le poids de ses propres batailles. Parce qu'il y a peu de gens prêts à se sacrifier pour un animal abandonné, et ces personnes méritent toute l'aide possible. Cette nuit marque le début d'une alliance qui transcende la relation professionnelle entre une maîtresse et un vétérinaire. Jean commence à soigner Max avec des réductions significatives, parfois sans même enregistrer les consultations dans le système officiel de la clinique. Claire, de son côté, offre des séances de kiné gratuites à la mère âgée de Jean, qui souffre de problèmes chroniques à la colonne vertébrale. Pendant ce temps, les défis de garder un grand chien dans un appartement interdisant les animaux deviennent de plus en plus évidents. Les voisins commencent à remarquer des bruits étranges. Des questions surgissent dans l'ascenseur. Des regards méfiants accompagnent Claire lorsqu'elle entre ou sort de l'immeuble. Le gardien, Monsieur Antoine, se met à observer ses mouvements avec une suspicion croissante. Vous êtes sûre que vous ne cachez rien dans votre appartement, Madame Claire? La question est déguisée en préoccupation, mais Claire reconnaît la menace voilée. Je travaille juste beaucoup, Monsieur Antoine. Parfois, j'apporte du matériel de kiné à la maison. Ça peut être un peu bruyant. Le mensonge sort difficilement de ses lèvres, mais l'alternative, révéler la présence de Max, signifierait une expulsion certaine. 3 mois après la rencontre par une nuit pluvieuse, l'inévitable se produit. Une lettre officielle est glissée sous sa porte. Cher locataire, il est parvenu à la connaissance du syndic de copropriété que vous hébergez un animal de compagnie dans votre appartement, violant explicitement la clause 8 du règlement. Intérieur. Le reste des mots semble flotter devant les yeux de Claire. 2 semaines. C'est le délai qu'elle a pour régulariser la situation. Euphémisme pour se débarrasser de Max ou faire face à une procédure d'expulsion. 2 semaines pour trouver un nouveau foyer qui accepte un berger allemand âgé avec des problèmes de santé. Ou une nouvelle maison pour elle-même et pour le chien dans une ville où les loyers consomment facilement 70% de son revenu mensuel. La nouvelle du délai d'expulsion arrive à un moment particulièrement difficile. Les consultations à domicile de Claire commencent à diminuer. 2 de ses patients les plus anciens annulent leurs séances hebdomadaires, invoquant des difficultés financières. Un autre obtient une place dans le système de santé publique après des mois sur liste d'attente. Ses absences pour s'occuper de Max pendant la journée, pour l'emmener chez le vétérinaire ou simplement pour s'assurer qu'il fasse ses besoins à l'extérieur de l'appartement, affectent sa ponctualité et sa disponibilité. Qu'est-ce qu'on va faire, Max? La question flotte dans l'air tandis que Claire masse doucement les pattes arrière du chien, appliquant les techniques de kinésithérapie qu'elle connaît si bien. Max répond par un regard profond, comme s'il voulait dire que, quel que soit le destin, ils l'affronteraient ensemble. La réponse à cette question apparemment sans solution commence à se dessiner de manière inattendue. Lors d'une visite, à domicile un après-midi ordinaire, Madame Bérénice, une dame de 78 ans que Claire suit depuis plus d'1 an pour une fracture du fémur,
semble étrangement agité ce jour-là. « Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, ma chère », commente la vieille dame pendant que Claire prépare le matériel pour la séance. « Ça doit être le changement de temps. Vous savez ce que c'est, l'âge n'aide pas. » Quelques choses dans la voix de Madame Bérénice éveillent l'inquiétude de Claire. « Avez-vous pris vos médicaments aujourd'hui? Votre tension est normale ?» La conversation suit le cours habituel des consultations avec des patients âgés. Vérification. Des médicaments. Petite plainte sur de nouvelles douleurs. Commentaires sur le temps. Claire commence les exercices de routine, mais ne parvient pas à chasser le sentiment que quelque chose ne va pas. Le soir même, alors qu'elle raconte l'épisode à Jean lors d'un appel téléphonique, Claire décrit son appréhension inexplicable. « Je ne sais pas expliquer. C'était comme si je savais qu'il se passait quelque chose avec elle. Quelque chose au-delà de ce qu'elle me disait. Intuition professionnelle, peut-être, suggère Jean. Vous travaillez avec des personnes âgées? Depuis combien de temps? 10 ans. Votre subconscient a probablement capté des signes que votre esprit conscient n'a pas complètement traités. L'explication a du sens, mais ne diminue pas l'inquiétude de Claire. Le lendemain matin, elle réorganise son emploi du temps pour passer rapidement chez Madame Bérénice, juste pour vérifier si tout va bien. Une décision qui, sans qu'elle puisse l'imaginer, révélerait l'un des secrets les plus extraordinaires de Max. « Je vais devoir t'emmener avec moi cette fois », dit Claire au chien. La promenade jusqu'à la maison de la patiente serait brève, et laisser Max seul dans l'appartement pendant des heures ne semblait plus une option sûre, avec le gardien clairement à l'affût devant sa porte. Madame Bérénice habite un petit pavillon dans le 15e arrondissement, héritage de temps plus prospères. Le portail reste toujours déverrouillé pendant la journée pour que le livreur de courses et l'aide ménagère puissent entrer sans que la vieille dame ait besoin de se déplacer jusqu'à l'entrée. Claire ouvre le portail comme d'habitude, avec Max sagement à ses côtés. « Madame Bérénice, c'est moi, Claire. Je suis passé voir comment vous allez aujourd'hui. » Le silence qui répond à l'appel fait accélérer le cœur de Claire. Elle avance dans le petit jardin, Max suivant. C'est pas. En arrivant à la porte de la maison, elle remarque qu'elle est entr'ouverte. Chose inhabituelle, étant donné que la vieille dame, malgré ses difficultés de locomotion, a toujours été extrêmement prudente avec la sécurité. « Madame. »« Bérénice ?» Claire appelle de nouveau, la voix maintenant chargée d'inquiétude. Toujours le silence. Elle pousse légèrement la porte, hésitant entre respecter l'intimité de la patiente et vérifier si tout va bien. C'est à ce moment que Max change complètement de comportement. Le chien, normalement calme et obéissant, s'élance soudainement à l'intérieur de la maison, ignorant complètement les ordres de Claire. Son corps tendu, concentré, se meut avec une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Max, reviens ici !» Claire suit l'animal, mortifiée à l'idée qu'il puisse causer des dégâts dans la maison de la patiente. Qu'expliquerait-elle? À Madame Bérénice? Comment justifierait-elle la présence d'un chien lors de ce qui devait être une visite professionnelle? Ses pensées sont interrompues par la vision de Max arrêté à l'entrée de la cuisine, aboyant avec insistance, en direction du sol. Claire s'approche et la scène qu'elle découvre lui glace le sang. Madame Bérénice gît près de la table, inconsciente. Mon Dieu, Madame Bérénice. Claire s'agenouille à côté de la vieille dame, ses doigts cherchant automatiquement, le pouls sur le cou ridé. Il y a des battements, faibles mais présents. Sa formation au premier secours prend le relais pendant qu'elle compose le numéro d'urgence, le 15, le SAMU. En attendant l'ambulance, Claire remarque quelque chose d'extraordinaire. Max ne s'éloigne pas de Madame Bérénice une seule seconde. Le chien renifle le visage de la vieille dame, pose doucement sa tête sur sa poitrine, puis regarde Claire avec une expression qui semble contenir un message urgent. À l'hôpital, des heures plus tard, le diagnostic confirme ce que Claire soupçonnait. Déjà, Madame Bérénice a subi une crise d'épilepsie sévère. « Elle a des antécédents d'épilepsie ?» demande le médecin. Claire, surprise, répond négativement. C'est le premier épisode alors, courant chez les patients âgés, bien que cela nécessite une investigation plus détaillée. La question, qui ne quitte pas l'esprit de Claire pendant tout l'épisode, est « Comment Max savait-il ? Comment un chien qui n'avait jamais été dans cette maison auparavant
qui ne connaissait pas Madame Bérénice, a-t-il montré un comportement si ciblé? S'il est professionnel? La réponse commence à se dessiner lorsqu'elle rapporte l'incident à Jean, lors d'une autre consultation pour traiter l'arthrose de Max. Vous avez dit qu'il a ignoré vos ordres et est allé directement là où la dame était tombée? Le vétérinaire examine Max avec un regard neuf, comme s'il voyait un objet familier sous une lumière complètement nouvelle. Oui, il est allé directement à la cuisine, comme s'il savait exactement où elle était. Et il est resté là à aboyer, à m'appeler. C'était surréaliste, Jean. Sans lui. Jean interrompt l'examen de Max et va à son ordinateur. Ses doigts dansent sur le clavier, cherchant quelque chose de spécifique. Claire, vous avez dit que sur son collier il y avait le nom des anciens propriétaires, c'est ça? Édouard et Patricia Dubois. Claire confirme, intriguée par ce changement soudain de sujet. Regardez ça. Jean tourne l'écran de l'ordinateur pour qu'elle puisse voir. C'est un reportage d'il y a 3 ans, dans un magazine spécialisé sur les chiens de travail. Sur la photo principale, un jeune homme d'environ 20 ans sourit à côté d'un berger allemand plus jeune, mais indubitablement Max. Le titre dit « La famille Dubois investit dans un chien d'alerte médicale pour leur fils épileptique. Max n'est pas un chien ordinaire », explique Jean avec une excitation croissante dans sa voix. C'est un chien d'alerte médicale, spécifiquement dressé pour détecter les crises d'épilepsie avant même qu'elles ne surviennent. Ces animaux suivent un dressage rigoureux qui coûte des dizaines de milliers d'euros. Les pièces commencent à s'assembler dans l'esprit de Claire. Le comportement de Max chez Madame Bérénice n'était pas une coïncidence ou de l'instinct, c'était un entraînement avancé, une compétence spécifique pour détecter les signes subtils qui précèdent une crise d'épilepsie. Alors ils ont abandonné un animal spécialement dressé? Un chien d'assistance médicale? L'indignation dans la voix de Claire est palpable. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Jean poursuit ses recherches, ouvrant d'autres pages. Ici, une note mondaine d'il y a environ 1 an. Guillaume Dubois, fils des promoteurs Édouard et Patricia, part pour Londres, où il étudiera l'administration dans une prestigieuse université britannique. Il regarde Claire, la conclusion évidente flottant entre eux. Ils se sont débarrassés de Max quand leur fils est parti étudier à l'étranger. Conclut Claire, la voix basse d'incrédulité. Un animal dressé pour sauver des vies, jeté comme un vieux meuble. La révélation sur la vraie nature de Max change tout. Ce qui n'était que l'histoire d'un chien abandonné se transforme en quelque chose de beaucoup plus grand, un cas de négligence impliquant un animal d'assistance médicale hautement spécialisé, une ressource précieuse qui pourrait bénéficier à de nombreuses personnes, comme cela venait d'arriver avec Madame Bérénice. Encouragée par Jean, Claire décide de créer un profil sur les réseaux sociaux racontant l'histoire de Max. Les gens doivent savoir ça, argumente le vétérinaire. Non seulement pour le cas spécifique de l'abandon, mais pour sensibiliser à la valeur de ces animaux, au travail incroyable qu'ils font. Le profil, initialement modeste, prend vie lorsque Claire poste une vidéo expliquant comment Max a aidé à sauver Madame Bérénice. La vieille dame, déjà rétablie et consciente de l'importance du chien dans son diagnostic, tient à participer, ses mains ridées caressant la tête de Max pendant qu'elle raconte comment il l'a trouvé tombé dans la cuisine. Cet ange, à 4 pattes m'a sauvé, dit la dame, regardant l'animal avec adoration. Et dire que quelqu'un l'a simplement jeté à la rue comme s'il ne valait rien. En seulement 1 semaine, la page atteint 100 000 abonnés. L'histoire de Max touche une corde sensible dans la société. La combinaison d'un animal abandonné, d'une sauveteuse dévouée malgré ses faibles ressources, et la révélation que le chien était un assistant médical dressé, crée une narration irrésistible. La presse locale s'intéresse bientôt à l'affaire. Une journaliste d'investigation, Marine Dupont, connue pour ses reportages sur l'abandon et la maltraitance animale, contacte Claire. « Je veux raconter cette histoire à un public plus large », explique-t-elle. « Et je veux découvrir exactement ce qui s'est passé avec les anciens maîtres de Max. Le public mérite de savoir. » La perspective d'une exposition médiatique laisse Claire partagée. D'un côté, la sensibilisation du public à l'abandon d'animaux d'assistance est importante. De l'autre, le couple Dubois est puissant.
avec des relations dans les hautes sphères entrepreneuriales et politiques de Paris. Quel genre de représailles pourrait-il orchestrer contre une kinésithérapeute indépendante qui peine à payer son loyer? « J'ai peur, Jean », confie Claire lors d'un café après une autre consultation de Max. « Et s'ils essaient de me poursuivre pour vol de chien? Et s'ils utilisent leur contact pour nuire à ma carrière? Je n'ai pas les moyens d'affronter des gens comme ça. » Jean contemple sa tasse de café, pensif. « Je comprends votre peur, mais pensez au bien commun. Combien d'autres animaux comme Max sont abandonnés? En ce moment même, combien de personnes pourraient bénéficier de la prise de conscience que les chiens peuvent être dressés pour sauver des vies? La décision n'est pas facile, mais Claire accepte finalement de participer au reportage. À une condition. Son visage ne sera pas montré et son vrai nom ne sera pas révélé. Marine accepte les termes, comprenant les risques encourus. Le reportage est publié un dimanche, occupant 2 pages entières du cahier principal d'un des journaux les plus importants de la ville. Le titre, en lettres capitales, « Chien d'assistance ». Médical. Évalué à 15 000 € abandonné par une famille millionnaire. L'article détaille le dressage spécialisé de Max, son abandon. Le sauvetage par Claire, identifié seulement comme C, kinésithérapeute, et le sauvetage de Madame Bérénice. Des photos de Max à ses jours de gloire comme chien d'assistance sont juxtaposées à des images de lui tremblant sous la pluie, recréées pour le reportage. La réaction est immédiate et écrasante. L'histoire devient virale sur les réseaux sociaux, partagée par des célébrités, des influenceurs et des personnalités politiques. Les hashtags comme #Justice pour Max et Corner non à l'abandon des animaux d'assistance dominent les tendances nationales. Le profil créé par Claire dépasse les 500 000 abonnés en quelques jours. Puis, 6 mois après cette nuit pluvieuse, l'inattendu se produit. Une mise en demeure arrive à l'appartement de Claire. Le couple Dubois, par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats renommé, exige la restitution immédiate de l'animal de compagnie familiale temporairement perdu lors d'une promenade. Le document nie catégoriquement toute intention d'abandon et suggère que Claire pourrait faire face à des accusations d'appropriation illégale si elle ne coopère pas. Le papier tremble dans les mains de Claire. Perdu lors d'une promenade. Elle lit la phrase à plusieurs reprises, incapable de traiter une telle effronterie. Comment osent-ils? Comment peuvent-ils mentir ainsi? La notification représente exactement ce que Claire craignait le plus, une bataille juridique contre des adversaires aux ressources pratiquement illimitées. Même si elle est moralement dans son droit, comment pourrait-elle assumer les coûts des avocats, des audiences, des éventuels recours? Comment pourrait-elle prouver que Max a été délibérément abandonné, sans témoin ni caméra ayant enregistré l'acte? La réponse vient d'une direction inattendue. Le lendemain de la notification, Claire reçoit un appel d'un numéro inconnu. « Bonjour, je parle bien avec la maîtresse de Max ?» La voix féminine de l'autre côté de la ligne semble aristocratique, mais douce. « Oui, c'est moi », répond Claire prudemment, craignant d'autres complications juridiques. « Je m'appelle Hélène Dubois. Je suis présidente de l'association protectrice des animaux du 16e. Nous avons lu le reportage sur le cas de Max et nous aimerions offrir notre assistance juridique pour garantir que vous conserviez sa garde. » Claire reste silencieuse, abasourdie par l'offre inattendue. « Pardon, mais Dubois, avez-vous un lien avec Édouard Dubois ?» La pause de l'autre côté de la ligne est brève, mais chargée de sens. « Je suis sa mère, ma chère, et j'ai profondément honte des actions de mon fils et de ma belle-fille. » Ce qui suit est une révélation surprenante. Hélène Dubois, matriarche d'une des familles les plus traditionnelles du 16e arrondissement, a découvert l'abandon de Max grâce au reportage. D'abord incrédule, elle a confronté son fils et sa belle-fille, qui ont admis à contre-cœur la vérité. Lorsque Guillaume, le fils du couple, est parti étudier à l'étranger, Max est devenu un rappel gênant de sa condition médicale, une condition que la famille s'était toujours efforcée de garder relativement secrète. Les coûts des médicaments et des soins vétérinaires pour un animal vieillissant, combinés à l'inutilité de garder un chien d'alerte épileptique sans la présence d'une personne épileptique, ont rendu la décision logique aux yeux du couple. Mais il n'y a aucune logique dans l'abandon d'un être qui a consacré sa vie à protéger notre Guillaume, affirme Hélène, l'indignation évidente dans sa voix.
Dans notre famille, traditionnellement, nous honorons nos engagements, y compris ceux envers des êtres qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. L'Association protectrice des animaux du 16e, présidée par Hélène, est composée majoritairement de dames de la haute société parisienne, des femmes aux ressources financières considérables et aux relations encore plus précieuses. Le groupe offre non seulement une assistance juridique à Claire, mais aussi un soutien pour trouver un nouvel appartement acceptant les animaux et même la couverture des frais vétérinaires de Max. Pourquoi ? Demande Claire, répétant la même question simple qu'elle avait posée à Jean des mois auparavant. Pourquoi m'aideriez-vous contre votre propre famille ? La réponse d'Hélène révèle les couches d'une histoire familiale complexe. Parce que les valeurs ne sont pas négociables, ma chère. Et parce que mon petit-fils, qui aime profondément ce chien, est dévasté depuis qu'il a découvert ce que ses parents ont fait, il croyait que Max avait été donné à une famille qui pourrait mieux s'en occuper. Le litige juridique qui s'ensuit est féroce. Mais bref, avec le soutien juridique de l'association et le témoignage d'Hélène, l'argument de l'animal temporairement perdu s'effondre rapidement. Un accord est trouvé. Claire conservera la garde légale de Max, mais autorisera des visites régulières de Guillaume lorsqu'il reviendra en France pour les vacances. Le couple Dubois, pressé par l'opinion publique et la désapprobation de la matriarche de la famille, accepte de financer 1 an de traitement vétérinaire pour Max en guise de réparation. La résolution de l'affaire juridique coïncide avec une offre professionnelle inattendue pour Claire. Jean, inspiré par le travail qu'ils ont accompli ensemble avec Max et impressionné par le dévouement de Claire à la kinésithérapie, l'invite à un partenariat, la création d'une clinique spécialisée en rééducation animale, combinant les connaissances vétérinaires avec des techniques de kinésithérapie adaptées. Ce serait un nouveau départ pour nous deux, explique-t-il, les yeux brillants de possibilités. Vous avez déjà prouvé que vos techniques de kinésithérapie fonctionnent avec Max. Imaginez combien d'autres animaux nous pourrions aider. La proposition est tentante, mais représente un risque financier considérable. Le revenu initial serait inférieur à ce que Claire gagne actuellement avec ses consultations à domicile pour les humains. Abandonner des patients qui dépendent d'elle depuis des années n'est pas une décision facile. Et pourtant, l'idée de travailler quotidiennement avec des animaux, d'appliquer ses connaissances pour améliorer la qualité de vie d'êtres qui ne peuvent exprimer verbalement leur douleur, résonne profondément avec sa vocation la plus vraie. J'ai besoin de réfléchir, Jean. C'est un très grand changement. Pendant que Claire réfléchit à la proposition, Hélène Dubois présente une idée complémentaire, transformer une partie de la propriété familiale en un centre de dressage pour chiens d'assistance médicale, avec un accent particulier sur le sauvetage et la réhabilitation d'animaux abandonnés. Le centre serait géré par des professionnels, mais compterait sur la supervision de Claire et Jean. Ce ne serait pas seulement une façon de réparer le mal causé à Max, explique Hélène. Ce serait un héritage positif, la transformation d'une histoire d'abandon en une histoire d'espoir. 1 an après cette nuit d'automne pluvieuse, le centre de rééducation et de dressage Max ouvre ses portes à Saint-Cloud. Le complexe, financé principalement par l'Association protectrice des animaux du 16e, mais avec des contributions significatives de campagne sur les réseaux sociaux, combine des installations pour la rééducation physique des animaux, un dressage spécialisé pour les chiens d'assistance et un programme innovant qui met en relation des personnes âgées de la communauté avec des animaux en convalescence. Claire et Jean assument la direction technique du centre, chacun apportant sa spécialité, elle avec la kinésithérapie adaptée aux animaux, lui avec les soins vétérinaires. Madame Bérénice, complètement rétablie et maintenant correctement diagnostiquée épileptique, devient l'une des bénévoles les plus dévouées, passant des heures à raconter l'histoire de comment Max l'a sauvée aux visiteurs et aux donateurs potentiels. Max lui-même, maintenant âgé de 10 ans, mais avec son arthrose contrôlée grâce au traitement constant, assume un rôle spécial. Il aide à identifier les chiens plus jeunes ayant le potentiel de devenir des alertes médicales, démontrant des comportements que les dresseurs renforcent et développent ensuite. C'est comme si le vieux berger allemand transmettait sa sagesse, formant la prochaine génération de gardiens. Le podcast que Claire a lancé pour documenter le parcours de Max
devient un phénomène parmi les femmes mûres, en particulier celles de plus de 60 ans. Ces histoires sur le lien entre humains et animaux, sur les nouveaux départs tardifs, sur la découverte d'un but dans des moments inattendus, résonnent profondément auprès d'un public qui connaît la valeur du temps et des secondes chances. Lors d'une après-midi spéciale de fête de quartier estival, le centre organise un événement caritatif, ouvert à la communauté. Des stands colorés s'étendent sur le vaste terrain. Une odeur de crêpes, de gaufres et de cidre doux emplit l'air. Des personnes âgées du quartier dansent aux côtés de jeunes bénévoles, tandis que des chiens de différentes races et tailles circulent parmi les visiteurs, beaucoup portant des bandanas thématiques. Parmi les invités, arrivent Édouard et Patricia Dubois. Leur présence provoque un bref moment de tension, rapidement dissipé par la diplomatie d'Hélène, qui les accueille avec la dignité de quelqu'un qui a appris que les réconciliations, même les plus difficiles, sont possibles lorsqu'il y a une volonté sincère de changement. Le couple qui considérait autrefois Max comme un fardeau observe maintenant avec étonnement l'impact que leur décision irréfléchie a fini par générer. Ce qui aurait pu se terminer comme un simple cas d'abandon animal s'est transformé en un centre qui a déjà dressé 10 chiens d'assistance, réhabilité physiquement des dizaines d'animaux abandonnés et créé une communauté dynamique de soutien mutuel entre personnes âgées et animaux. Guillaume, le fils du couple, maintenant en vacances universitaires, passe tout l'après-midi aux côtés de Max, le compagnon qu'il a protégé pendant des années de son adolescence. Il n'y a aucun ressentiment dans le comportement du berger allemand. Seulement cette loyauté inébranlable qui caractérise les meilleurs exemples de son espèce. Claire observe la scène à distance, aux côtés de Jean. Leur relation a évolué progressivement d'une amitié professionnelle à une camaraderie plus profonde, basée sur des valeurs partagées et l'amour des animaux. Leurs mains se touchent discrètement tandis qu'ils contemplent le petit miracle qu'ils ont construit ensemble. « Saviez-vous que cela arriverait ?» demande Jean, indiquant d'un geste l'ampleur du centre et toutes les vies qui s'y entremêlent. « Cette nuit-là, quand vous avez trouvé Max sous la pluie, imaginiez-vous que nous en arriverions là ?» Claire sourit, se souvenant de la femme épuisée qui courait pour attraper le dernier bus, de la décision impulsive qui a changé le cours de sa vie. « Non, répond-elle sincèrement. Je savais juste que je ne pouvais pas tourner le dos à un regard qui demandait de l'aide. » Le soleil commence à se coucher sur le centre de rééducation, peignant le ciel de tons orange et roses. Max, comme s'il sentait qu'il est au centre de l'histoire racontée, lève la tête et regarde directement Claire et Jean. Il y a de la sagesse dans ses yeux ambrés, maintenant légèrement voilés par l'âge, mais toujours brillants de détermination et de connexion. Dans un monde où les relations sont souvent traitées comme jetables, où les engagements sont rompus par convenance, le parcours de Max sert de rappel. Parfois, c'est précisément lorsque nous sommes abandonnés que nous trouvons notre véritable foyer. Et parfois, c'est exactement lorsque nous nous arrêtons pour aider quelqu'un dans le besoin que nous découvrons notre chemin de retour à la maison. Les lumières colorées des stands commencent à briller contre le ciel qui s'assombrit. La musique monte. Les rires se mêlent aux aboiements animés. Une nouvelle phase commence. Non seulement pour Max, Claire et Jean, mais pour chaque personne et animal touché par leur histoire. Et au centre de tout, demeure cette vérité, simple qui a transformé une nuit pluvieuse en un voyage de rédemption. La valeur d'une vie ne se mesure jamais à son utilité, mais à la connexion qu'elle crée, à l'amour qu'elle inspire et aux vies qu'elle transforme sur son chemin. « Viens, Max », appelle doucement Claire. « Il est temps de montrer aux visiteurs ce que tu sais faire. » Le vieux berger allemand se lève avec dignité, prêt pour une nouvelle démonstration de ses capacités spéciales. Tandis qu'il marche aux côtés de sa maîtresse, il y a dans son pas une certitude tranquille, la certitude d'un gardien qui, malgré toutes les adversités, n'a jamais oublié son but, protéger, connecter, transformer. Et ainsi le chien qui fut autrefois considéré comme un fardeau continue d'avancer, non plus comme un animal jeté, mais comme un professeur, un symbole, un cœur de gardien dont le battement résonne dans chaque vie qu'il touche. Son histoire, d'abandon, de sauvetage et de réinvention, continue d'inspirer,
prouvant que même dans les nuits les plus sombres et pluvieuses, il existe la possibilité d'une nouvelle aube, à condition qu'il y ait quelqu'un prêt à s'arrêter, regarder et reconnaître la valeur inestimable d'une seconde chance.